Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au théâtre. Je vous demanderai de bien vouloir éteindre votre téléphone portable et je vous souhaite un très bon spectacle. À tout à l'heure. Mesdames et messieurs, ce soir, 25 novembre 2019, nous allons juger M. François Verlet. M. François Verlet a 42 ans. Il est accusé d'avoir violé son épouse, Laetitia Desbois, 38 ans, la nuit du 24 au 25 novembre 2015. Il est également accusé d'avoir tenté de l'étrangler pendant l'acte. En outre, M. François Verlet est accusé de diverses violences sur son épouse, à compter du mois d'avril 2012. Le couple vivait dans le 13e arrondissement, à Paris. Au cours de l'instruction, Madame Laetitia Desbois a déclaré et décrit son quotidien comme étant une geôle dorée, un lieu de supplice feutré. Monsieur François Verlet, quant à lui, a toujours contesté les faits. Mesdames, Messieurs, la Cour. Bien, veuillez vous asseoir. Mesdames et messieurs les jurés, je vais vous faire lecture de l'article 304 du Code de procédure pénale. Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre M. Verlet, de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime, de ne communiquer avec personne jusqu'à votre déclaration, de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter, de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions. Vous levez la main droite, vous dites « Je le jure ». Je le jure. Merci, vous pouvez prendre place. Monsieur François Verlet, levez-vous. Monsieur, vous êtes né le 25 mars 1977 à Paris, 15e arrondissement. Le 11 mai 2012 à Paris 13e, soit postérieurement à certaines violences qui vous sont reprochées, vous avez épousé Madame Laetitia Desbois, née le 6 janvier 80 à Dijon. Vous avez une fille, Margot, née le 15 septembre 2012 à Paris 14e, 3 ans au moment des faits. La Cour précise que le couple vivait avec Pablo, qui avait donc 11 ans au moment des faits, qui est l'enfant de Madame Laetitia Desbois, issu d'une première union. Monsieur, vous êtes accusé d'avoir violé votre femme, Madame Laetitia Desbois, et de l'avoir étranglée pendant cet acte dans la nuit du 24 au 25 novembre 2015. Vous êtes accusé également de l'avoir, de façon répétée, commis des violences physiques et morales sur votre épouse. La Cour précise que votre casier judiciaire est vierge. Les chefs d'inculpation 327 du Code de procédure pénale, viol par conjoint accompagné de violence, violence physique et morale par conjoint, et vous avez été placé sous contrôle judiciaire jusqu'à votre comparaison devant la Cour. Allez, bas. La Cour vous écoute. Donc je m'appelle François Verlet. Je suis né le 25 mars 1977 dans le 15e arrondissement à Paris. Et j'ai 42 ans. Et mon père était cardiologue, maintenant il est à la retraite. Et ma mère travaillait à la maison, des femmes au foyer. Puis elle était très investie dans le milieu associatif. Et elle est décédée suite à un cancer foudroyant quand j'avais 14 ans. Donc après mon bac, je suis parti faire des études dans une bonne école de commerce, spécialité finance. J'ai voyagé, j'ai bossé aux États-Unis, en Chine, ce qui m'a permis ensuite d'obtenir le poste de directeur financier des grands magasins.
Sinon, je suis marié à Laetitia Desbois depuis 2012 et nous avons une fille, Margot, qui a 7 ans. Voilà. Monsieur François Verlet, Oui. voyez-vous votre fille Margot? Oui, je la vois. Dans quelles conditions? Oui. Et à quelle fréquence? Donc je la vois 2 heures, une fois, un samedi par mois, dans un centre médiatisé, au milieu de 2 éducatrices, comme un violeur d'enfants. Et sinon, Pablo, j'ai plus aucun contact avec lui. Voilà. Et pourtant, je l'ai élevé comme mon propre fils. Monsieur Verlet, êtes-vous toujours marié avec Madame Desbois? Nous sommes en procédure de divorce, mais c'est à sa demande à elle. Bien, Monsieur Verlet, si la Cour n'a pas d'autres questions, je vais proposer de vous rasseoir et nous allons appeler les témoins dans ce procès. Madame Sabine Erkovitch. Madame, veuillez confirmer à la Cour votre identité et votre profession, s'il vous plaît. Je suis Sabine Erkovitch, commandante de police en commissariat. Bien, étant commandante de police, vous ne prêtez pas serment. La Cour vous écoute, madame. Donc dans la nuit du 24 au 25 novembre 2015, à minuit 45, alors que j'étais de permanence à la brigade de protection de la famille, j'ai été avisée d'un appel police-secours de monsieur Marino. Avec mes collègues, nous nous sommes rendus immédiatement sur les lieux. C'est monsieur Verlet lui-même qui nous a ouverts. Après nous être présentés, mes collègues l'ont maintenu pendant que je lui demandais où se trouvait son épouse. Il m'a vaguement indiqué une porte au fond du couloir où je me suis rendue et j'ai pris en charge Madame Laetitia Desbois et ses 2 enfants qui se trouvaient à ce moment-là avec elle. Elle était apeurée, mais elle m'a semblé rassurée de me voir. Et elle m'a dit « il m'a violée ». Alors, mes collègues ont immédiatement interpellé monsieur Verlet et Madame Desbois est venue avec moi. Pendant qu'elle prenait quelques affaires pour elle-même et ses enfants, 2 de mes collègues ont procédé aux constatations dans l'appartement et ont requis l'identité judiciaire pour des prélèvements et des clichés. Une fois au commissariat, nous avons remis la petite Margot à la meilleure amie de Madame Desbois. Et j'ai pris sa plainte ainsi que les auditions de Pablo et de son papa. Lors de son audition, Laetitia Desbois m'a expliqué ce qu'il venait de se passer et les faits dont elle avait été victime, ainsi que des violences physiques et psychologiques antérieures à cette nuit-là. Suite à ça, elle a été accompagnée aux urgences médico-judiciaires pour des examens. Il y a eu un examen corporel qui a constaté des traces de strangulation et un examen gynécologique qui a confirmé un acte sexuel récent, mais sans lésion traumatique vaginale. Lors de l'instruction, j'ai eu de nombreux contacts avec Laetitia Desbois, qui voulait connaître l'avancée de la procédure, mais elle voulait aussi et surtout être écoutée, entendue et rassurée. Madame le commandant de police, pourriez-vous nous préciser dans quel état était monsieur Verlet quand vous êtes arrivé? Est-ce qu'il vous a semblé sous l'emprise de l'alcool? À notre arrivée, monsieur Verlet m'a semblé très énervé, mais essayant de se contenir vis-à-vis de nous. Il n'était pas sous l'emprise de l'alcool, et ce qui d'ailleurs a été vérifié lors de son arrivée au commissariat. Bien, madame, la Cour vous remercie. Nous appelons maintenant madame Anna Phyllis. Bonsoir, madame. Veuillez, je vous prie, confirmer votre identité et votre profession. Je m'appelle Anna Phyllis, je suis née le 18 avril 1980 à Dijon. J'habite 33 rue Jean-Robert, à Paris dans le 18e, et je suis professeure des écoles dans le 13e. Madame, vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, vous levez la main droite, vous dites « je le jure ». Je le jure. La Cour vous écoute. Qu'avez-vous vu en tant que témoin le soir où vous êtes venu chercher Laetitia pour boire un verre? Donc ce soir-là, j'avais rendez-vous chez Laetitia pour venir la chercher à 20h. On devait se retrouver donc chez elle et je devais en profiter pour embrasser Margot et Pablo, dont je suis la marraine. Ensuite, on devait aller chez Michimei dans le 11e. C'est notre restaurant préféré. Puis après, on devait aller au cinéma. D'ailleurs, on n'est même pas allé au cinéma, finalement.
Quand je suis arrivée sur le palier, il était 8h moins le quart. Et là, j'ai entendu des cris. Et c'était François qui hurlait et qui lui disait qu'elle était vraiment trop conne et qu'elle ne l'avait pas prévenue et qu'il ne pouvait pas garder les gamins ce soir-là. Et j'entendais Laetitia vraiment très calmement, très douce, lui dire « Mais calme-toi, c'est pas grave, je te l'ai dit, mais t'as dû oublier. » Et alors là, lui, il s'est encore plus énervé. Il lui disait qu'il n'avait pas une petite cervelle de merde comme elle et que lui, il n'oubliait jamais rien. Et puis là, il y a eu un coup très violent. Moi, ça m'a terrorisée et j'ai sonné tout de suite. Et j'ai dit « C'est Anna, c'est Anna ». Et puis j'ai attendu quelques secondes qui étaient interminables. Et c'est François qui m'a ouvert. Et il était souriant, vraiment un peu essoufflé, mais l'air de rien. Il m'a fait « Ah bah c'est toi Laetitia, elle t'attendait ». Et puis j'ai vu Laetitia sortir de sa chambre avec son sac. Et elle était un peu décoiffée, mais aussi très très naturelle. Et elle m'a dit « Allez, viens, on y va ». J'étais très très perplexe. Je me suis dit « Mais t'as rêvé, t'as complètement rêvé, en fait, tu t'es inventé une histoire, il s'est rien passé, c'était pas grave, c'était juste une dispute de couple ». Puis j'ai réfléchi et je me suis dit « Non, que ce que j'avais entendu, c'était pas du tout normal ». Quand on est arrivé au restaurant, j'ai bu un verre et puis je lui ai dit que j'avais tout entendu. Elle m'a dit qu'il fallait pas que je m'inquiète, que François, il était nerveux, mais que c'était pas un méchant et que des fois, ça arrivait, parfois. Et là, je me suis dit non, c'est pas la première fois et ça arrive souvent. Et je voyais bien dans ses yeux qu'elle m'appelait au secours. Et là, je l'ai pas lâchée. Et j'ai voulu qu'elle me parle. J'ai insisté, et au bout d'un moment, elle a craqué. Et là, elle m'a tout raconté. La jalousie, la violence psychologique, les insultes, qu'elle était une mauvaise mère, qu'elle avait un travail de merde, de toute façon qu'elle n'avait pas d'ambition. Et elle pleurait. Je voyais qu'elle était à bout. Moi, j'étais sidérée. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Elle ne m'a pas parlé des coups. Ça, je l'ai su après, les fois où il l'a plaquée contre un mur ou contre le lit, les fois où il l'a étranglée sur le lit pour qu'elle l'écoute, puis la fois aussi où il lui a envoyé un coussin dans la figure alors qu'elle était en train d'allaiter Margot, ça, je l'ai su après. Quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit qu'il fallait que je l'appelle, et je l'ai appelée et je lui ai dit « Demain, il faut que tu prennes ta journée. Il faut qu'on aille au commissariat, que tu ailles déposer plainte, je sais pas, invente n'importe quoi, dis que tu vas chez le gynéco, là au moins il ne pourra pas se douter de quoi que ce soit. » Et elle était d'accord, elle avait compris que c'était grave ce qui se passait. Bien, merci madame. Vous êtes partie civile, une question. Oui, merci monsieur le président. Madame Phyllis, merci pour ce témoignage. D'après vous, pourquoi est-ce que Laetitia ne vous a jamais confié ce qui se passait chez elle auparavant? Et pourquoi ce soir-là, en octobre 2015, elle vous a tué les violences physiques? Oui, ça aussi, j'ai eu le temps d'y penser. Je crois qu'elle avait honte, d'être faible face à un homme. Laetitia et moi, on se connaît depuis très longtemps. Je ne peux pas dire que je l'ai vue se dégrader, mais je l'ai vue s'éloigner de Laura, ma compagne et moi. Nous, on est des femmes solides. Enfin, on essaye de l'être. On se parle, on se soutient. Et je pense que c'était très difficile pour elle de dire qu'elle était battue, qu'elle était faible. Elle avait honte, voilà. Madame l'avocat général. Madame Phyllis, que s'est-il passé quand vous avez accompagné la victime au commissariat, ce 2 octobre 2015 ? On est allé donc au commissariat et on a attendu 3 heures. Pendant ces 3 heures, j'ai retenu 2 fois Laetitia, qui voulait partir parce que c'était long. Et elle disait qu'on allait l'attendre à la maison, que François, qu'il allait la tuer s'il la prenait. Et aussi qu'elle ne voulait pas qu'elle aille en prison, que c'était le père de sa fille. Moi, je l'ai retenue. Je lui ai dit qu'il fallait qu'elle dépose plainte. Quand on est arrivé devant le policier, on a eu la même discussion à nouveau. Il lui a demandé si elle voulait porter plainte. Et à nouveau, c'était reparti, qu'elle avait peur. J'étais révoltée. J'étais révoltée parce qu'à aucun moment, le policier m'a aidée.
Il l'a regardé froidement, comme si vraiment on était un dossier comme un autre. Il lui a juste dit à la fin mais madame, c'est pas grave, rentrez chez vous, ça va aller, c'est juste une dispute. » Bien, merci madame. Je vous laisse vous rasseoir. La cour appelle maintenant monsieur Maxime Marino. Monsieur Maxime Marino, veuillez confirmer votre identité, votre profession, je vous prie. Je m'appelle Maxime Marino, je suis né le 12 décembre 1977, je suis avocat. J'ai un enfant avec Laetitia, Pablo, qui a aujourd'hui 15 ans, et j'habite au 15 rue des Filles du Calvaire dans le 4e arrondissement à Paris. Merci monsieur. Comment pourriez-vous décrire la personnalité de Laetitia? Laetitia est une fille en or, elle est vraiment généreuse, solaire. Elle a une énergie incroyable et surtout beaucoup de caractère. Notre histoire, c'est une histoire très belle et Pablo, c'est ma plus grande réussite. Je me suis rendu compte beaucoup plus tard, après notre séparation, de la force de Laetitia et des choix qu'elle a faits pour nous et notre enfant. Je vois, monsieur, que dans le dossier, vous êtes avocat, vous confirmez? Alors comment expliquez-vous votre passivité alors que votre fils vous aurait manifesté des inquiétudes à plusieurs reprises? Vous savez, je suis avocat fiscaliste et je n'ai pas du tout les mêmes dossiers que mes collègues ici présents. Je suis comme tout le monde. Je regrette vraiment de ne pas avoir cherché à en savoir plus sur la vie intime de Laetitia. Quand je l'ai connue, ses parents venaient de se séparer. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle a vraiment voulu construire un foyer, qu'elle a voulu construire une famille, ses enfants, c'est toute sa vie. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'elle n'a pas réussi à partir. Madame l'avocat général. Oui, monsieur Marino, avec votre fils Pablo, vous avez bien dû croiser une fois ou deux monsieur Verlet, l'accusé. Vous n'aviez jamais rien remarqué. Ah, vous savez, je ne le connaissais pas vraiment et je ne l'ai jamais vraiment aimé. Je l'ai toujours trouvé faussement sympathique, avec ses airs de mec charmant, et c'est tout. Rien de plus. La défense? Oui, monsieur Marino, finalement, vous n'avez jamais rien remarqué de concret, d'actes de violence qui auraient été commis par François Verlet? Si, absolument. En janvier 2015, juste après Noël, je venais chercher Pablo et elle était là, au bord des larmes. Toute seule, chez elle, avec un verre de vin à la main. Il était 18h et cette fois-ci, je lui ai posé des questions. Parce que je sentais que Pablo n'était vraiment pas bien et je voyais dans son regard qu'il voulait que je lui parle, que j'intervienne. Alors je lui ai demandé ce qui se passait. Et puis au départ, elle m'a répondu mollement que c'était rien, que c'était des ennuis au boulot. J'ai insisté et je lui ai dit que je me sentais concerné par ce qui se passait dans cette maison. Que c'était mon problème aussi. Et celui de Pablo. Alors elle a fini par craquer et elle s'est effondrée en larmes et elle m'a dit que François était très dur avec elle, mais elle ne m'a pas parlé de violence corporelle ou d'insultes, mais en même temps c'est de ma faute parce que je ne lui ai pas posé plus de questions. Je me suis contenté de lui donner les coordonnées d'une amie avocate qui est spécialisée en divorce et je sais aujourd'hui qu'elle n'a jamais appelé. Bien, merci monsieur. Je vais vous demander de vous rasseoir. Je vais appeler le témoin suivant. Madame Karine Pellerin. Madame, veuillez s'il vous plaît confirmer votre identité et votre profession. Je m'appelle Karine Pellerin, je suis née le 2 mai 1962 à Vannes. Je suis directrice marketing au Grand Magasin et j'habite à Sèvres, 8 allées des Roses. Madame, vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Vous levez la main droite, vous dites le jeu, le jure. Je le jure. La Cour vous écoute, madame. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, nous décrire votre perception de la relation du couple Laetitia et François? Écoutez, pour moi, Laetitia est une fille très déterminée, qui ne se laisse pas faire et qui ne se laisse pas marcher sur les pieds.
Professionnellement parlant, elle est parfaite, elle est très compétente. Elle est aussi très ambitieuse et ça, je l'ai remarqué tout de suite. Quand je l'ai vue se rapprocher de François, je me suis dit qu'elle était vraiment maligne. Bon, en même temps, qui n'a jamais essayé de séduire pour gravir des échelons, hein. Enfin, moi, je dis ça comme ça, je dis ce que je pense. Je n'ai jamais, chez François, entendu ou vu un mot déplacé ou un geste déplacé vis-à-vis de Laetitia. Il m'a toujours parlé de sa famille et de sa femme avec beaucoup d'amour, beaucoup de discrétion et beaucoup de tact. François est un homme formidable. François, très compétent, il est très travailleur, il est très attentionné. En plus, il est marrant. Et je me retrouve face à tout ça et franchement, j'ai l'impression que c'est une grosse blague. Je pense qu'il doit y avoir une histoire d'homme là-dessous. Madame, avez-vous déjà eu des plaintes de collègues féminines concernant François? Ah, pas du tout, jamais. Donc c'est un homme formidable, en fait. Mais François est un homme formidable, je dis la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Merci, madame. Bien, merci, madame. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons passer au témoin suivant. Je suis désolée, mais moi je dis ce que je pense. Pour rappel, madame Aude Aboulker. Bonsoir, madame. Vous confirmez votre identité, s'il vous plaît? Je m'appelle Aude Aboulker. Je suis née le 7 juillet 1987 à Charenton, dans le 94. Et j'habite au 20 rue du 19 mars 1962, à Rincy, dans le 93. Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Vous levez la main droite, vous dites « je le jure ». Je le jure. Vous êtes la secrétaire de monsieur François Verlet, madame, c'est bien cela? Oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire son caractère au quotidien? François est un homme formidable. Nous avons une très bonne relation de travail. Il est accueillant et bienveillant avec les équipes. Madame, est-ce que vous auriez parfois, vous qui le voyez quotidiennement, observé chez François Verlet un comportement violent ou ne serait-ce qu'inadapté, notamment à l'égard des femmes? Non. Monsieur Verlet n'est pas un homme violent. Enfin, il lui arrive parfois d'avoir des coups de nerfs, mais ça c'est comme tout le monde. Madame, est-ce que vous pouvez développer sur ces coups de nerfs, par exemple? Pardon de vous avoir interrompu, cher confrère. Oui, un jour, il s'est un peu énervé sur une serveuse parce qu'il l'a trouvée maladroite, mais ça, c'est pas très important. Même si c'est pas très important, pourriez-vous nous décrire plus précisément cet énervement ce soir-là contre une serveuse? Il lui avait jeté sa serviette au visage. Je dois dire que sur le moment, ça m'avait un peu gênée, mais c'est vraiment arrivé qu'une seule fois en 6 ans depuis que je travaille à ses côtés. Il a toujours été respectueux et attentionné. Il m'offrait même des cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Et je pouvais prendre mes congés quand je le souhaitais. Je dois dire que je suis vraiment très triste de le voir ici aujourd'hui. Je connais pas sa femme, enfin très peu. J'arrive pas à imaginer qu'il ait pu un jour lever la main sur elle. N'importe quelle femme rêverait d'avoir un homme si doux et attentionné à ses côtés. Merci madame. La cour appelle le dernier témoin, monsieur Benoît Lafarge. Monsieur, bonsoir. Veuillez confirmer votre identité, je vous prie. Bonsoir, je m'appelle Benoît Lafarge. Je suis né le 12 novembre 1977 à Caen. Je suis en charge des achats dans un grand groupe automobile et j'habite 20 avenue du Général de Gaulle à Levallois-Perret. Merci monsieur, vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Vous levez la main droite et vous dites je le jure. Je le jure. Monsieur, quelles étaient vos discussions en général avec monsieur Verlet ici présent? Est-ce qu'il vous parlait souvent de Laetitia? Mes discussions. Déjà, François est un de mes plus proches amis. Donc, on se connaît depuis l'école de commerce, donc ça commence à faire. François a toujours été un mec très bien, un homme très bien avec les femmes. C'est vrai qu'à l'école de commerce, on a eu pas mal de conquêtes, mais quand il a rencontré Laetitia, c'était un autre homme. Il était comme envoûté, il me parlait d'elle tout le temps. Il ne jurait que par elle. Moi, je reconnais qu'au début, je me suis un petit peu méfié parce que je la trouvais très séductrice, très charmeuse, et je croyais qu'elle était intéressée que par l'argent de François. Monsieur Lafarge, diriez-vous que François Verlet a eu des relations compliquées avec les femmes par le passé? Non.
Non, pas plus que quelqu'un d'autre. Je dirais même que c'est l'inverse. En fait, ça se passait toujours très bien avec les femmes. Son problème à lui, c'était plutôt de s'attacher à une femme. J'ai l'impression que si une histoire de couple comme ça tourne mal, je crois qu'elle est tout à fait capable de rajouter ou même de mentir pour prendre à François ce qu'elle lui a pas encore pris. Merci monsieur. Je vais vous demander de vous rasseoir. La Cour va maintenant entendre la partie civile. Madame Laetitia Desbois, s'il vous plaît. Vous vous avancez à la barre, vous nous confirmez votre identité. Madame Laetitia Desbois, je suis née le 6 janvier 1980 à Dijon. Je suis responsable du rayon prêt-à-porter au Grand Magasin. Et j'habite à 4 avenue de la République à Paris, dans le 11e. Merci madame. Donc vous êtes partie civile, vous ne prêtez pas serment. Madame, est-ce que vous pouvez nous raconter cette fameuse soirée du 24 au 25 novembre 2015 pour laquelle monsieur François Verlet comparaît devant la Cour? Oui. Ce soir-là, j'avais décidé de lui annoncer que je voulais qu'on se sépare. C'était pas quelque chose de facile parce que je savais que de toute façon, il réagirait pas bien. J'ai attendu que les enfants soient couchés et il était dans le salon, j'étais m'asseoir à côté de lui sur le canapé. Et je lui ai dit, il faut qu'on parle. Et là, évidemment, il n'avait pas du tout envie de ça. Il s'est approché de moi, il a mis une main sur mon sein, il a commencé à essayer de m'embrasser. Donc, je me suis un peu détournée. Et puis, je lui ai dit, non, mais François, c'est sérieux, là. J'ai besoin de te parler, c'est important. Il n'écoutait pas du tout. Et donc, il a fallu vraiment que je sois plus ferme. Mais en même temps, mon but, c'était de rester très, très calme et très... Je voulais surtout pas l'énerver, en fait. Et donc, je l'ai un peu repoussé. Et là, il s'approchait, il essayait de m'embrasser. Et je me détournais, mais j'arrivais pas. Et je lui ai dit, mais voilà, je suis plus heureuse dans cette maison. Je veux qu'on se sépare, je vais partir. Et là, il a été comme tétanisé. Et je sais pas, ça a duré 2 secondes. Et puis, tout d'un coup, il a donné un grand coup comme ça sur le canapé. Et puis, il a dit, mais mon amour, mais ça va, les petites crises, c'est un passage, moi je t'aime, c'est rien. Et puis, il s'approchait, il essayait de m'embrasser, etc. Et j'essayais de le repousser. Et là, il a dit, mais quoi, t'es en train de mettre un chaos dans la famille, tu vas détruire une famille, c'est ça que tu veux, c'est ça que tu veux. Et il me poussait. Et là, son regard a vrillé, en fait. Et il m'a poussé contre le dos du canapé avec sa main. Pardon. Avec l'autre main, il a dégrafé mon pantalon et il baissait mon pantalon et il voulait avoir une relation sexuelle. Et là, je lui disais non, je ne veux pas. Et en fait, ses yeux ont... là, il est devenu fou, je ne le reconnaissais plus du tout. Et il a baissé vraiment mon pantalon et il m'a pénétré violemment. Et à ce moment-là, il essayait de m'embrasser. J'ai tourné la tête et j'ai vu Pablo, qui était mon fils, qui était au bout du couloir. Et c'était très dur, en fait, parce que tout d'un coup, je réalisais que je n'arrivais pas à me défendre, mais que je n'arrivais pas non plus à le protéger. Et là, François a mis une main, puis une autre sur mon cou, et plus il me pénétrait, plus il serrait. Et je voyais ses yeux, et je voyais qu'il avait envie de me tuer. Et j'arrivais plus à respirer. Et je voyais plus rien. Et tout d'un coup, je sais pas, je suis partie. Et ce qui m'a ramenée, c'est que tout d'un coup, j'ai entendu une voix, et c'était Pablo qui criait « François, arrête, arrête, François, arrête, t'es fou !» Et il criait « Maman, maman !» Et là, j'ai senti qu'il tapait contre le dos de François, et François a enlevé ses mains, et là, j'ai toussé, j'ai suffoqué, j'ai pu respirer. Et là... Pardon, et Pablo, à ce moment-là, a fait un truc extraordinaire, parce qu'il a dit « Il y a Margot qui est dans la chambre, elle pleure, elle a besoin de toi, maman. » Et là, je ne sais pas pourquoi, je me suis levée et je m'appuyais contre le mur et j'ai été dans la chambre des enfants. En fait, Pablo
m'a sauvée. Et puis on est rentré dans la chambre et je me souviens juste qu'on poussait la commode contre la porte. Et il y avait Margot qui était assise sur le lit avec son casque. Et en fait, Pablo lui avait mis de la musique. Et là, je me suis assise sur le lit, je les ai pris dans mes bras. Et j'ai l'impression que ça a duré une éternité. Je ne savais pas quoi faire. Et je me disais, comment je vais faire. Tout d'un coup, j'ai pensé à mon téléphone. Et là, j'ai dit, merde, mon téléphone, je l'ai laissé dans le salon. Et là, Pablo a dit, non, mais j'ai appelé papa, il arrive. Et à ce moment-là, j'ai entendu des pas. Et c'était les pas de François qui arrivaient. Et il a commencé à vouloir ouvrir la porte. Et il y avait la poignée qui bougeait. Et il tapait contre la porte. Et il hurlait mon nom. Et moi, j'arrivais à rien faire. Je tenais mes enfants comme ça. Et je disais, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Je répétais juste ça en boucle. Ça va aller, ça va aller. J'arrivais à rien faire d'autre. Et je me disais, il va défoncer la porte. Et à ce moment-là, ça a sonné à la porte. Tout d'un coup, il y avait des bruits de voix. Et il y a des pas qui sont arrivés près de la porte. C'était pas ceux de François. Et j'ai entendu une voix de femme qui a dit Madame, c'est fini. Vous pouvez ouvrir. Bien, merci madame. Nous allons lire à ce stade la déposition de votre fils Pablo. Donc, je rappelle 11 ans au moment des faits. J'étais dans ma chambre. Je commençais à m'endormir quand j'ai entendu du bruit dans le salon. Je suis allée voir ce qui se passait. Je me suis levée de mon lit, suis sortie de ma chambre pour aller voir ce qui se passait. Et quand je suis arrivée dans le salon, j'ai vu François sur maman avec ses mains sur son cou. Maman et moi, on s'est regardés. J'ai vu qu'elle avait peur. J'ai couru dans ma chambre pour prendre mon téléphone et j'ai appelé papa de ma chambre pour lui dire de venir vite. François est méchant avec maman. Il est en train de lui faire mal. Papa m'a dit, va dans la chambre avec Margot et ne bouge pas, j'arrive. Je suis allée dans la chambre de Margot, elle était réveillée. J'ai pris mon casque de musique pour lui mettre sur les oreilles parce que je ne voulais pas qu'elle ait peur. Je n'ai pas écouté papa, j'avais trop peur pour maman. Je suis retournée dans le salon et j'ai frappé François sur le dos pour qu'il arrête. Il s'est levé et a lâché maman. J'ai dit à maman qu'elle devait venir voir Margot parce qu'elle pleurait. Maman était toute bizarre. Elle s'est levée, m'a donné la main et on est allé dans la chambre de Margot. Elle a fermé la porte de la chambre. J'avais trop hâte que papa arrive pour nous sauver. Madame, pouvez-vous nous parler des autres faits de violence dont vous auriez été victime? Oui, ça a commencé surtout quand j'étais enceinte, en fait. Il est devenu très possessif. Il critiquait ma façon de m'habiller. Il supportait pas que j'envoie, par exemple, des textos. Quand on regardait la télé, il supportait pas si j'envoyais un texto. Je sais pas, j'étais enceinte de 5 mois, je crois. Il a pris mon portable, il l'a jeté par terre. Il y a une fois, je crois que j'étais enceinte de 6 mois et je devais sortir avec Anna. On devait aller au cinéma. Ça faisait tellement longtemps qu'on s'était pas vus. On avait vraiment prévu cette soirée. Et là, juste avant que je parte, il me dit non mais t'es ma femme, j'ai pas envie que tu partes. T'es enceinte de notre enfant, tu restes, on est là, on est bien. Et j'étais en train d'enfiler mon manteau, je dis mais c'est prévu. Et donc je comprenais pas, je croyais que c'était une blague et je m'approche de la porte et là en fait il se met devant la porte, il fait non tu sors pas. Et c'était la première fois qu'il m'interdisait vraiment de faire quelque chose. J'allais pour ouvrir la porte et là il m'a poussée super violemment et je suis tombée par terre. Et là, il s'est excusé, il m'a porté jusque sur le canapé, et puis il me caressait les cheveux, et il me disait « Mais non, mais je t'aime, regarde, on est là, on est tous les deux, bientôt tous les trois, la meilleure soirée, c'est juste qu'on regarde un film ensemble, c'est tout. » J'ai envoyé un texto à Anna en lui disant que j'étais fatiguée, et puis on est resté là, et je me suis dit qu'il avait raison. Et puis, quand Margot est née, après, un soir, il était sorti boire un apéritif, boire un verre avec des amis, et il est rentré, et on était dans le salon en train de jouer, et là, il s'est mis à... Il avait un peu bu, et d'habitude, il boit jamais. Et il s'est mis à me hurler dessus, c'est pourquoi les enfants sont levés. Je dis, mais j'ai pas vu l'heure, il est 21h30, c'est bon, on joue. Et là, il leur a dit d'aller se coucher, pardon, et là, il m'a dit, mais t'es vraiment une mère de merde, j'ai pas envie que ma fille soit une dégénérée, c'est pas comme ça qu'on élève une enfant, à quoi tu sers.
Et je lui disais gentiment, je disais, mais calme-toi. Il a pris un livre qui était sur la table basse et il me l'a lancé au visage. Et je suis restée sidérée, mais en fait, je me suis dit qu'il était fatigué. Et puis là, il avait bu un verre. Et, voilà. Et puis après, ça a été de pire en pire. Après, c'était des insultes quasiment tous les jours. C'était une gifle parce que je m'habillais comme une pute. C'était... Pardon. C'était une clé de bras parce que le dîner n'était pas prêt. Et puis... voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire. Bien, merci Madame. Madame l'avocat général. Oui, Monsieur le Président, j'ai une question pour vous, Madame Desbois. Je souhaiterais revenir sur la nuit du 24 au 25 novembre 2015. La question est simple, je voudrais juste savoir si vous auriez vous-même réagi si Pablo n'était pas intervenu. Ben, en fait, j'étais incapable là, d'agir. Il avait ses mains qui me serraient complètement, j'étais... Et juste, je suis une bonne mère, hein, je pense qu'à ça, qu'à mes enfants. Et je m'en veux de ne pas être partie, de ne pas les avoir mieux protégés. Je pense que si Pablo n'avait pas réagi, je serais morte. La défense ? Oui, Madame Desbois, si votre quotidien était celui que vous venez de décrire, pourquoi est-ce que vous êtes restée auprès de François Verlet toutes ces années ? Au point, je le dis, de vous marier avec lui alors que les violences auraient déjà commencé. En fait, je crois que je prenais sa jalousie pour des preuves d'amour au départ. Et puis j'étais tellement heureuse de recréer une famille, comme je m'étais séparée une première fois, et j'étais amoureuse de François. Donc, je me disais toujours que ça allait revenir comme avant, et puis j'ai pas vu que ça s'installait. Je les ai pas vus venir, ces violences. Et puis à chaque fois, je les excusais, je trouvais toujours des excuses. Laetitia, racontez à la cour comment était François juste après les crises que vous décriviez. Juste après les crises, on faisait l'amour. En fait, il voulait toujours faire l'amour juste après les crises. Donc, parfois j'en avais envie, parfois j'en avais pas envie. Mais je me laissais faire parce que je me disais que ça allait le calmer et puis surtout qu'on allait se retrouver. Madame Desbois, donc, quand vous nous dites que parfois vous vous laissiez faire alors que vous n'ayez pas envie, pourtant vous avez un caractère fort, tout le monde le dit. Je m'étonne un peu de ce contraste. Mais en fait, j'étais pas forte là. Et plus ça allait, plus j'étais faible. Et plus j'étais faible, et moi j'avais la force de le dire, de pouvoir le dire, que ce soit à mon ex-mari, à mes amis. Madame Desbois, était-ce la première fois où vous avez clairement dit non ? Cette fois-là, c'était la première fois où je lui ai clairement dit non. La défense ? Oui, encore une question, Madame Desbois. Vous passez sur une circonstance qui ne me paraît pas absolument anodine, qui tient au fait qu'au moment des faits, vous aviez une liaison avec un autre homme. J'en ai pas parlé avant parce que ça me semblait pas très important. J'ai rencontré cet homme quelques semaines avant cette nuit, au café où j'allais souvent déjeuner. Voilà, il m'a abordé, il m'a dragué, il était drôle, il était bienveillant, mais c'est tout. Et je pense que ça a été quelqu'un qui m'a servi de déclencheur, de déclic, parce que je me suis rendu compte que ce que je vivais, c'était pas normal. Tout d'un coup aussi, j'ai repris un petit peu goût à la vie. J'arrivais à me regarder dans une glace, j'arrivais à mettre des boucles d'oreilles. Mais c'est quelqu'un avec qui je ne suis pas du tout aujourd'hui, qui n'a jamais rien su de cette histoire. Je n'en ai jamais parlé. Ça a juste été un déclencheur. Bien, merci madame. Je vous demanderai de vous rasseoir, je vous prie. Merci. Et j'appelle à la barre monsieur François Verlet, l'accusé.
Bien, Monsieur Verlet, vous avez entendu les dépositions de la partie civile, donc est-ce que vous contestez toujours les faits? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Que je ne suis pas un homme violent, que je pense que je suis plutôt quelqu'un de très sensible, jaloux. Ça, pour un homme qui aime sa femme, c'est un peu normal. Non, je conteste avoir violé Laetitia. Enfin, monsieur, vous êtes en train de dire à la cour qu'étouffer sa femme en lui faisant l'amour, c'est normal. J'ai pas étouffé ma femme. Ah bon, d'accord. D'accord. On était ensemble, elle prenait du plaisir, je prenais du plaisir aussi. Je ne lui ai jamais fait de mal. Je lui ai jamais fait de mal avec intention. Je n'ai jamais voulu lui faire du mal. Parfois même, elle me demandait, parce que ça l'excitait d'être contrainte, de la maintenir, de la bloquer, même de la soumettre. Le jour du coussin, j'étais tellement furieux, tellement hors de moi, même que je m'en souviens, que je me suis même pris au coussin, justement. Et je l'ai balancé, et malheureusement, je ne voulais pas que ça lui tombe dessus, ça est tombé dans son visage. Et tu te rappelles d'ailleurs à quel point j'ai été tout de suite... Pardon. J'ai été tout de suite... Excusez-moi, monsieur, c'était pas un coussin, c'était un livre. Vous avez entendu votre femme, c'était un livre, c'était pas un coussin. Moi, je ne me rappelle pas du livre, moi, je me rappelle du coussin. Ne vous adressez pas à elle, s'il vous plaît. Adressez-vous à la cour. Et le coussin, même que juste après, j'en suis voulu tout de suite de lui avoir fait mal et je me suis mis à la consoler. Vous contestez l'avoir poussée lorsqu'elle était enceinte? Vous contestez lui avoir fait, j'ai noté ça dans le dossier, une clé de bras? C'était à l'occasion de disputes, je ne sais pas, ça vous est jamais arrivé à vous? Monsieur Verlet. C'est pas la cour qui est en cause. Je ne sais pas, mon père était, on va dire, plutôt dur avec moi. Et donc avant ça, dans la maison, je peux dire que j'ai eu une enfance heureuse. Et j'ai perdu mon premier repère féminin, ma mère, quand j'avais 14 ans. Et puis du jour au lendemain, dans la maison, c'était vide, sombre. Et j'ai fait tout pour sortir le plus vite possible. Et ensuite... Je crois que je me suis construit, je crois que j'ai réussi à m'en sortir et j'ai voulu absolument tout faire pour que Laetitia soit heureuse. Et je voulais la protéger, je croyais que j'avais réussi, je ne sais pas, j'étais l'homme, elle était la femme, donc c'était à moi de la protéger. Et dire qu'apparemment j'ai échoué là-dedans, c'est... Je sais pas, en fait, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi elle fait subir ça à nos enfants, ce procès. Et Pablo, on n'a plus aucun contact. Et ma fille, c'est tout ce que j'ai au monde et je suis tellement seul maintenant. J'entends. Et je demande pardon à Laetitia si j'ai pu lui faire du mal et si tout ça a pu arriver. Défense, pas d'autres questions? Pas de questions, monsieur le Président. Bien, je vous remercie, monsieur. Vous pouvez aller vous rasseoir. Il nous reste une déposition, c'est celle du docteur Roland Coutenceau. Bonsoir, docteur. Eh bien, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, vous m'avez demandé d'être un peu synthétique. J'essaierai de l'être. Tout en étant éclairant. Alors, qui est cet homme? Eh bien, on pourrait dire c'est un homme de 42 ans, intelligent, sans aucun antécédent psy, qui n'a jamais défrayé la chronique. On pourrait dire que, dans une large part de sa personnalité, il est dans le spectre de la normalité. Souvent, je dessine le psychisme des êtres humains par une sphère, et parfois, il y a simplement un croissant qui est un peu problématique. On ne peut pas être équilibré dans tous les domaines. Et alors, le point problématique, sans doute, de François Vernet, se situe dans le champ affectif, dans une histoire affective, d'ailleurs, d'une trajectoire qui est intéressante en soi,
Et dans ce domaine, il est jaloux, ça il le reconnaît. On pourrait dire qu'il a une jalousie de caractère. La jalousie de caractère, c'est normal d'être jaloux quand on aime. Mais effectivement, la jalousie de caractère, c'est un peu plus intense, c'est un peu plus marqué, c'est un peu plus... ça peut porter à l'excès. C'est un homme aussi qui a une peur lancinante de perdre. Là aussi, vous me direz, la peur de perdre, est-ce que ça ne fait pas partie, effectivement, de tout investissement amoureux? Mais en même temps, certains l'ont avec une intensité très forte, qui n'est lisible, effectivement, que dans leur imaginaire. Cette domination qui est peut-être, du fait de sa jalousie, une manière de maîtriser, de dévaloriser un peu sa femme pour avoir l'impression qu'elle est sous contrôle. Au fond, quel est le problème? C'est qu'il n'a pas confiance dans l'autre, tellement il est jaloux. Et s'il n'a pas confiance dans l'autre, c'est aussi qu'il manque un peu de confiance en lui-même, pas dans le domaine professionnel, mais dans la relation particulière avec cette femme. Est-il désormais dangereux? Eh bien, on pourrait dire que paradoxalement, même si les faits étaient avérés, si on s'appuie sur le témoignage de sa compagne, cet homme aurait peut-être pu tuer cette femme ce jour-là. Peut-être, effectivement, il y a eu un rapport sexuel forcé. La Cour l'établira ou pas. Alors maintenant, donc, Laetitia Desbois. Là aussi, on voit que c'est une femme intelligente, de bon niveau, assez bien structurée. On voit son côté tenace, avec les investissements stables. Elle a abandonné à un moment donné, elle n'a pas finalisé ses études d'avocat, elle aurait pu le faire. Elle s'est peut-être un peu sacrifiée avec son premier compagnon, ce qui montre un peu une générosité, peut-être trop de générosité. C'est une femme sensible, c'est une femme qui a un rapport un petit peu à l'émotion, mais que je ne trouve pas fragile. Pendant un temps, cet homme jaloux, je le supporte parce que je vis cette jalousie comme une marque d'amour. Ensuite, il commence à être tendu, il commence à être brutal, mais j'ai l'impression que ça pourrait s'arrêter. Peut-être c'est un moment difficile. Vous voyez, être compréhensif, trop compréhensif. Et ensuite, finalement, il y a l'enjeu pour elle. Est-ce que finalement elle est prête au vu de ces moments de tension, de ces moments de violence, à tirer un trait, finalement, sur cette histoire affective qu'elle a beaucoup investie. Il m'a semblé que, de façon assez structurée, assez fine, elle nous donne toutes les clés pour la compréhension de cette histoire, de l'évolution du couple, et également du moment dramatisé qu'aujourd'hui, vous êtes à même de juger. Bien, merci docteur. Pas de questions, j'imagine, de chaque côté. Je vais vous demander de regagner votre place et je vais donner la parole à la partie civile pour leur plaidoirie. Merci, Monsieur le Président. Il me faisait toujours l'amour après s'être énervé. Parfois, j'avais envie. Parfois, je n'avais pas envie. Mais je me laissais faire pour qu'il se calme et pour nous retrouver. Par ces mots, à peine sortis du silence, Laetitia nous dit, vous dit, tout ce qu'elle ne dit pas. Laetitia nous montre, vous montre, tout ce qu'elle vous cachait. Laetitia, en nous livrant le négatif de la photographie de cette nuit du 24 au 25 novembre 2015, nous raconte le film qui a précédé cette nuit criminelle. Le film de ces 4 années de violence conjugale, un film dont les acteurs et les actrices principaux sont, dans l'ordre de leur apparition, le désir, l'amour, la violence, la sidération, l'amour, la violence, l'incrédulité, le déni, l'emprise, la violence, l'espoir, la violence, la honte, la culpabilité, la violence, le silence, la violence, la violence, la violence, le viol. Oui, Laetitia est forte, Laetitia est indépendante, Laetitia est libre d'aimer éperdument François et de vouloir avec lui un enfant, Margot, une petite sœur pour Pablo, et de poursuivre son rêve d'une famille unie après le divorce de ses parents, après sa séparation d'avec Maxime. La première violence la surprend, comme un vol, par effraction de sa confiance. Mais Laetitia est enceinte de François, il l'aime, il tient à elle. Il ne peut pas lui vouloir de mal.
Elle ne sait pas, Laetitia, que Margot a ressenti violemment les ondes de choc de ce premier coup. Il a besoin d'être rassuré, François. C'est normal, Laetitia s'est toujours sentie, comment dire, un peu coupable, un peu en dette de sa beauté, de son charisme, de sa liberté. Et c'est ainsi qu'il se marie après ce premier coup. Vous savez, celui dont on dit que les femmes ne devraient jamais l'accepter, pour mieux les culpabiliser et mieux perpétuer à l'infini la violence. Le contrat frauduleux est funeste et scellé. Non, Laetitia n'a pas épousé François. Laetitia a épousé son agresseur. Mesdames et messieurs les jurés, je sais qu'au moins l'une ou l'un d'entre vous s'est posé cette question. Mais pourquoi est-elle restée? Cette femme entourée, aimée, choyée, éduquée, indépendante financièrement. Vous avez raison. À ce bémol près, que la Laetitia qui est devant vous ce soir a laissé dans les coulisses de sa mémoire traumatique sa face B, son double, celle qui s'est laissée coloniser par François, par ses insultes, par ses coups, qui au fil de ces 4 années ont anéanti toute capacité de réaction. Paul Ricoeur écrivait que la violence, c'est la destruction par un autre de la capacité d'agir d'un sujet. La violence est un instrument par lequel l'agresseur obtient et perpétue la domination sur la victime, qui n'est plus un sujet, mais qui devient un objet. Un objet, mesdames et messieurs les jurés, ne se défend pas. Un objet ne crie pas, ne se plaint pas, n'a pas d'amis, n'a pas de proches. Un objet, mesdames et messieurs les jurés, ne s'enfuit pas. Laetitia, objet de la violence de François, ne ressent plus que la honte face à ses proches, ses amis, se sent coupable d'avoir trahi son indépendance, sa liberté, sa volonté. On tait ce dont on a honte. La Laetitia qui a subi cet enfer conjugal durant ces 4 années, dont l'ultime acte de domination a été le viol, cette Laetitia-là n'était plus une femme. Elle était tantôt un objet, tantôt un animal traqué, enfermé à double tour à l'intérieur d'elle-même. Un animal qui avait perdu jusqu'à l'instinct de protection des siens, de Margot, de Pablo dont elle dit que sans lui, elle serait morte probablement, sans savoir qu'elle était déjà morte plusieurs fois. Lorsque furtivement, de plus en plus rarement, elle se reconnectait à la femme qu'elle était, elle ressentait la souffrance de François. Pour mieux l'excuser, elle s'imaginait que son couple était en péril, sans savoir que c'était elle qui était en grave danger. Elle ne pouvait pas dire ce qu'elle ne voyait pas, car comme nous tous, comme Maxime, comme ce policier qui confond le conflit et la violence, qui a refusé de prendre sa plainte, qui a refusé d'entendre ses plaintes, elle ne pouvait pas voir ce qu'elle voyait. Auriez-vous, mesdames et messieurs les jurés, aurions-nous, monsieur le président, mesdames les conseillers, dans ce chaos, dans ce monde à l'envers où la victime devient coupable, aurions-nous eu ce courage que Laetitia est allée puiser au tréfonds de son humanité violée? Je n'en suis pas certaine. Grâce à ce courage, Laetitia aujourd'hui n'est plus victime, mais nous sommes toutes et tous un peu coupables. La parole et la justice ont le pouvoir de remettre le monde à l'endroit. Laetitia a parlé. La justice, c'est vous, mesdames et messieurs, qui allez la rendre. Maître Daoud. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, avez-vous encore un doute après la plaidoirie de ma consoeur Michèle Dayan? Il n'y a pas de place pour le doute dans ce dossier. Et c'est vous, Monsieur Verlet, qui m'en avez convaincu.
Vous avez reconnu la matérialité des faits, et je sais que les jurés, je sais que la Cour a été particulièrement attentive. La relation sexuelle, vous ne la niez pas. La violence physique, écoutez-le, rappelez-vous, j'ai été pris dans mon élan d'excitation, mais je n'ai jamais voulu lui faire du mal. J'ai pu m'emporter puisqu'elle me provoquait. Je lui ai lancé peut-être un coussin au visage. Ah oui, c'est mieux qu'un livre, monsieur. La violence verbale. Il a pu m'arriver d'être virulent dans les paroles, mais c'était à l'occasion de disputes. J'ai pu hausser le ton. Elle me provoquait. Mais il y a mieux, monsieur. Un aveu définitif. Oui, vous avez avoué au cours de cette audience. Et je sais que vous, mesdames et messieurs les jurés, et la Cour, vous l'avez retenu. Rappelez-vous, j'ai demandé pardon à Laetitia si j'ai pu la blesser. Et tout ça, et si tout ça est arrivé, et si tout ça est arrivé, mais qu'est-ce que vous avez voulu dire par là, monsieur François Verlet? Et si tout ça est arrivé? Oui, c'est arrivé. Vous avez reconnu le viol. En tout cas, pour moi, c'est un aveu. Après vous avoir écouté, je ne peux pas vous laisser dire que vous êtes un bon père. Je suis désolé. On n'est pas un bon père lorsque l'on frappe sa femme. On n'est pas un bon père lorsqu'on injurie sa femme. On n'est pas un bon père lorsqu'on viole sa femme. Ce n'est pas Laetitia, monsieur Verlet, qui a imposé ce procès à vos enfants, comme vous nous l'avez dit, avec une totale impudence, une totale obscénité. C'est vous, en raison du crime et des délits que vous avez commis, qui nous avez convoqués dans cette salle d'audience. Lorsque Laetitia eut le courage de déposer sa plainte, d'aller jusqu'au bout de cette procédure, elle était animée d'un élan de vie, portée par un élan de vie. Oui, aujourd'hui, Laetitia, je crois qu'il y a à nouveau de l'amour et de l'espoir. Mais c'est sans vous, monsieur Verlet, sans vous. Ce procès, ces coups, ces injures, ce viol, ce n'est pas qu'une histoire privée entre François et Laetitia. C'est aussi une histoire publique dont nous portons tous et toutes la responsabilité. Ce n'est pas MeToo qui a inventé la violence, comme le disent ou le pensent encore certains. Il faut dénoncer l'oppression, celle faite à toutes ces femmes broyées, brisées, qui ont tellement encaissé depuis toutes ces années. En fait, depuis des siècles, on ne peut pas tout demander aux victimes. Les victimes, elles parlent, mais on ne les écoute pas la plupart du temps. Balance ton quoi, ça ne suffit pas. Laetitia, le 2 octobre 2015, on ne l'a pas écoutée dans ce commissariat. Allez, madame, ça va aller, ça va s'arranger. Les disputes, ça arrive dans tous les couples. Il faut mettre fin à ce silence qui est à lui seul une immense violence. Libérer la parole, c'est bien, mais libérer l'écoute, c'est tout aussi nécessaire. Vous qui allez rendre une décision, votre décision au nom du peuple français, c'est-à-dire en notre nom à tous et toutes, d'écouter non seulement les cris de Laetitia, je sais que vous les avez écoutés, mais de ne pas oublier non plus les cris des 94 000 femmes violées en France en 2019, les cris des 225 000 femmes victimes de violences conjugales, toujours en France, toujours en 2019. N'oubliez surtout pas le silence assourdissant de ces 138 femmes victimes de féminicide en France en 2019. Je sais que vous ne l'oublierez pas. Je vous demande cette écoute. Je vous en supplie. Mais aussi et surtout de dire à Laetitia que vous l'avez cru. Pour elle, pour François Verlet aussi, pour leurs enfants, pour la justice et pour nous. Merci, maître. La parole, madame l'avocat général pour ces réquisitions. Oui, monsieur le président, mesdames de la Cour, mesdames et messieurs les jurés, j'ai longuement écouté les plaidoiries des parties civiles et je me disais qu'en rompant le silence, Laetitia Desbois avait permis ce soir la tenue de ce procès. Ce silence, ou ce piège qui exclut toute idée de justice et qui enferme les femmes victimes de violences. Ce silence, ou cette minute que nous observons en mémoire des femmes tuées à cause de leur mari.
Si ce soir nous avions observé les 138 minutes de silence, le procès de François Verlet n'aurait même pas commencé. Sachez que la parole de la victime vous engage. Elle vous demande de donner un sens à tout ce qu'elle a vécu au regard de la loi pénale, de même que la parole de l'accusé vous oblige, parce qu'elle vous révèle un peu de l'homme que vous aurez à juger ce soir. Courage et détermination. 2 valeurs que la victime a transmises à ses 2 enfants, Pablo et Margot. Pablo et Margot qui ne sont pas là ce soir, mais dont vous savez aussi bien que moi qu'ils sont victimes de cette ambiance familiale. Pensez à eux dans le cadre de votre délibéré. Pensez à Pablo et Margot qui ont vécu le poids de ces violences en même temps que leur mère. Ils ont connu un univers familial qui devait être sécurisant. En lieu de quoi, ils ont connu un univers imprévisible, angoissant, oppressant, sidérant. Et puis enfin, Pablo et Margot, ils ont connu tout ce qui se voit, mais qui ne se conçoit pas. Quelle valeur probante allez-vous donner aux regards qui ont été évoqués pendant les débats judiciaires? Le regard que Pablo pose sur sa mère, ce regard de pitié, ce regard de terreur aussi. Et puis, ce regard que Laetitia Desbois perçoit dans les yeux de son mari et qu'elle décrypte comme une menace de mort. Alors, mesdames et messieurs les jurés, rappelez-vous qu'entre la vie et la mort, il y a la loi. Et que pour Laetitia Desbois et ses enfants, tout ce qui s'entend et qui ne se dit pas, tout ce qui se sent et qui ne s'énonce pas, tout ce qui se voit et qui ne se conçoit pas, trouve dans la loi pénale la traduction suivante. Des violences habituelles par conjoint, aggravées par le fait qu'elles ont été commises en présence de mineurs, un délit puni de 10 années d'emprisonnement. Un viol par conjoint, dans la nuit du 24 au 25 novembre 2015. Crime puni de 20 années de réclusion criminelle. Mais mesdames et messieurs les jurés, je sais que votre tâche est délicate. Vous avez entendu ce soir les dépositions des témoins, le rapport de l'expert psychiatre, de la commandante de police, mais surtout vous avez entendu 2 paroles qui s'opposent et se contredisent. Il y a la parole de Laetitia Desbois, qui révèle un ordinaire conjugal fait de violences verbales, psychologiques, physiques, sexuelles. Et puis il y a la parole de François Verlet, qui défend l'image d'un couple idéal, certes un amour un peu maladroit, mais protecteur, sincère. À comprendre l'accusé, les disputes trouvent toujours une solution. La seule ombre au tableau, le seul mal à retenir, ce ne serait que des maladresses passionnelles. Mesdames et messieurs les jurés, je vous mets en garde, comme cela l'a été dit par les avocats de la partie civile. À rebours de ce qu'explique M. François Verlet, il n'y a pas lieu de confondre relations conflictuelles et violence. La dispute trouve une solution au terme d'un échange entre 2 personnes placées sur un pied d'égalité, tandis que la violence abolit toute relation. Elle est un rapport de force. Elle s'accompagne d'agressions. Elles sont là pour faire céder l'autre. Pourtant, mesdames et messieurs les jurés, vous le savez, le devoir conjugal n'existe plus, pas plus que cette présomption de consentement aux relations sexuelles qui existe dans le cadre du mariage. Le mariage ne doit pas être une sphère d'impunité. Rappelez-vous le regard de Pablo, ce regard de terreur. La famille où la violence est banalisée, où elle est quasi quotidienne, n'est plus d'une famille. Mais comment François Verlet a-t-il pu croire un instant qu'en annonçant son désir de divorcer, Laetitia Desbois ait pu consentir à une relation sexuelle? À la faveur de ces observations, mesdames et messieurs les jurés, je vous demanderai de déclarer M. François Verlet coupable des faits qui lui sont reprochés. Il va falloir maintenant vous pencher sur sa personnalité pour savoir quelle réponse pénale apporter à ces crimes, à ce délit. Pour ma part, ça n'est rien d'autre qu'un homme hors la loi. Alors, la réponse que vous apporterez devra suivre et satisfaire 2 objectifs. Par la sévérité de la peine que vous prononcerez, je veux que la sanction reflète l'importance des valeurs qui ont été transgressées, l'importance du préjudice causé à Laetitia Desbois et à ses 2 enfants. Ces valeurs, celles de l'altérité, celles de la dignité de femme et de mère de Laetitia Desbois, son humanité qui a été bafouée.
Je veux aussi, et c'est la deuxième finalité qu'il faudra assigner à cette sanction, éviter et mettre fin à ce cycle de violence. Empêcher que M. François Verlet ne réitère ce type d'agissement. De cette façon, vous pourrez, si vous suivez mon raisonnement, si vous suivez mes réquisitions, prononcer à l'encontre de l'accusé une peine de 7 années d'emprisonnement. À titre complémentaire, et toujours pour éviter ce risque de renouvellement, un suivi socio-judiciaire comportant une obligation particulière de soins, une interdiction d'entrer en contact avec Laetitia Desbois pendant une durée de 3 ans. Et puis vous devrez constater, la loi vous l'indique, l'inscription de M. François Verlet au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles. Je suis sur le point d'achever mes réquisitions, mesdames et messieurs les jurés. Mais je dois conclure sur cette idée. À l'instar des policiers intervenus au domicile familial, qui ont rassuré Laetitia Desbois en lui disant « C'est fini, madame, vous pouvez ouvrir maintenant », je voudrais que votre verdict soit pour la victime la promesse d'un nouvel élan. C'est fini, madame, vous pouvez vivre maintenant. La parole est à la défense. Monsieur le Président, Mesdames de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, il est évident qu'au moment où je prends la parole pour défendre les intérêts de François Verlet, je sais que je ne plaide pas avec le vent dans le dos. Ni le vent de cette audience, au cours de laquelle François Verlet se défend maladroitement, mal, comme tous ceux qui voient leur monde s'effondrer et s'ouvrir un précipice sous leurs pieds. Le vent de cette audience, bien sûr, mais aussi le vent qui souffle au dehors et qui partout dit l'importance qu'ici personne ne néglige de lutter contre les violences faites aux femmes, mais vous êtes ici non pas pour juger une cause ou une forme de militantisme, vous êtes là pour juger un cas, une histoire. Vous jugez au nom du peuple français, mesdames et messieurs les jurés, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, et juger au nom du peuple français, ça n'est pas juger au nom de l'opinion publique française. Le peuple français, c'est l'émanation de la nation. C'est une exigence de rationalité. C'est l'exigence de ne pas juger avec sa rancœur et son histoire personnelle. C'est essayer de s'élever au-dessus de cela pour parvenir à un verdict juste. Et je ne voudrais pas que l'on conclue cette audience de façon manichéenne, comme toutes les histoires de couples qui se terminent dans le drame. Eh bien, il y a bien sûr, et je ne l'esquiverai pas, des parts d'ombre. Et chez François Verlet, il y en a aussi, comme c'est bien normal, chez Laetitia Desbois. Et finalement, ce sont ces zones d'ombre qui, malheureusement, ont fait l'issue dramatique qui nous amène devant la cour d'assises. Mais il faut aussi que vous regardiez François Verlet tel qu'il est décrit par ses amis, comme un bon père. Son ami d'enfance dit qu'il avait 2 enfants. Ça veut dire qu'en réalité, il considérait, alors qu'il n'en avait qu'un seul, puisque le petit Pablo était né d'une union précédente, il le considérait comme son propre enfant. Et bien sûr, je ne dis rien sur Laetitia Desbois, mais au cours de cette audience ont été évoqués aussi des traits de sa personnalité qui, ambitieuse, qui a dissimulé un adultère. Voilà, ce sont des gens qui sont avec leurs faiblesses et leurs forces, l'un et l'autre, et je ne voudrais pas qu'ils soient jugés comme étant tout noir d'un côté, tout blanc de l'autre. La vie est infiniment plus complexe que cela,
et ça n'est pas rendre une bonne justice que de rendre une justice manichéenne ou de vengeance ou de méchanceté. Ayant dit cela, je vais aborder rapidement 3 choses. La question du viol, la question des violences, et puis la question de la peine. La question du viol, elle est délicate. Pourquoi ? Parce que la définition du viol est délicate. Mais juger, c'est juger avec la loi telle qu'elle est, pas avec la loi telle qu'on voudrait qu'elle fût. Et il se trouve que le viol suppose un élément intentionnel, et que cet élément intentionnel, c'est se placer dans la tête de l'accusé pour se demander si il n'a pas pu lui échapper raisonnablement que sa partenaire n'était pas consentante. Et donc, c'est peut-être difficile à envisager, mais c'est ainsi que fonctionne notre droit. Ce n'est pas une question de choix entre 2 versions. C'est simplement vous dire, est-ce que cette version, ce récit fait par François Verlet, est crédible au-delà de tout doute raisonnable? Est-ce qu'il était totalement certain? Et quelle preuve finalement avez-vous qu'il ne pouvait à aucun moment échapper à François Verlet que Laetitia Desbois, ce soir-là, n'était pas d'accord? Nous n'avons finalement pas grand-chose. Parce que nous sommes, et c'est toute la difficulté de votre rôle, dans un huis clos, où il y a, évidemment, le petit Pablo, j'y reviendrai, et puis les 2 protagonistes, et eux seuls. Et donc, finalement, quand elle dit, ce soir-là, il avait un visage comme il n'en avait jamais eu auparavant, bien sûr, mais est-ce qu'on avait un avis tiers? Non, on n'en a pas. Et cette parole-là, et c'est ce qui fait que la parole des femmes est infiniment difficile à appréhender, c'est que pour devenir une vérité judiciaire, elles doivent se confronter au principe du contradictoire. Parce que sinon, elles restent à l'état de déclaration. C'est ce qui fait que, parfois, des femmes sont découragées et abandonnent, et ça n'est pas le cas de Laetitia Desbois, bien sûr, qui a accepté de passer sa parole au crible, au tamis du contradictoire. Et là, qu'avons-nous d'objectif? Somme toute, pas grand-chose. Nous avons une expertise gynécologique, le commandant de police l'a rappelé, qui ne fait état d'aucune lésion. Et puis nous avons le fonctionnement que Laetitia Desbois reconnaît, habituel de ce couple, qui régulièrement se réconcilie par des pratiques sexuelles consenties et relevant d'une forme de violence, d'emprise, de maîtrise, de maintien physique. Et donc, dans la petite tête de François Verlet, somme toute, c'est ça son drame. C'est qu'il ne sait pas voir. Mais je ne dis pas qu'il ne veut pas voir. Parce que finalement, il n'y a pas grand-chose d'objectif et de certain quant à l'expression d'un refus. Je soumets cela, évidemment, à votre réflexion, mais véritablement, nos principes commandent que vous raisonniez ainsi. A-t-il pu concevoir à un instant qu'elle était consentante, compte tenu de l'histoire de leur couple et compte tenu de ce qu'elle lui disait à ce moment-là de la soirée? Sur les violences, soyons clairs, elles sont pleinement caractérisées. Je ne plaide pas contre mon client quand je dis ça. Lui-même l'a dit. Je regrette. Bien sûr, il a été violent. Il a été violent parce qu'il l'aime et qu'il pense que aimer, ça autorise tout. Ben non. Et c'est aussi le sens de cette audience que de lui dire non. Aimer, ça n'autorise pas tout. Les mauvais comportements de François Verlet, ce sont ceux
aussi d'un homme qui n'a plus de repères dans son foyer familial depuis la mort de sa mère à l'âge de 14 ans, qui a terriblement envie de combler ce manque par la création d'une famille et qui, après avoir papillonné pendant sa jeunesse, va enfin s'attacher à quelqu'un sincèrement, maladroitement, excessivement, mais sincèrement. François Verlet, il n'a plus rien aujourd'hui. Il n'a plus rien, François Verlet. Aujourd'hui, il a tout perdu. Il a perdu la considération des autres. Il est complètement désemparé. Et donc, la question qui se pose, c'est évidemment la question de la peine. Pour terminer. On a requis une peine de 7 ans d'emprisonnement. Je vous le dis très sincèrement, cette peine n'a pas de sens. Le sens de la peine, il est triple en réalité. Une peine, ça a 3 fonctions. D'abord, marquer la réprobation de la société à l'égard d'un fait. Deuxièmement, protéger la société. Troisièmement, permettre la réinsertion de la personne. La réprobation sociale, vous la manifesterez par le principe de la condamnation que vous prononcerez. Encore une fois, je vous demande de l'acquitter sur le viol et vous le condamnerez sur les violences. Mais cette réprobation passera par la peine, par l'inscription au FIJES, qui l'obligera à donner son adresse régulièrement et qui lui rappellera ce parcours qui a été le sien. Donc cette réprobation, elle sera passée par la peine. Ensuite, la question de la protection de la société. Le docteur Coutenceau a été très clair là-dessus. Il n'est pas récidiviste. Il n'est pas dangereux. Il ne présente aucun risque pour la société. Et troisièmement, la question de la réinsertion. Ma conviction, c'est que François Verlet, bien sûr, il a une faille narcissique. Il a quelque chose dans sa construction personnelle qui fait qu'il est dans l'excès dans ses relations avec les femmes. C'est vrai. Mais la réponse à ça, c'est pas la prison. C'est pas la prison où on met 6 mois pour avoir un rendez-vous avec un psychiatre, où on met 3 mois pour en avoir un suivant, où on vous cachetonne, parce que c'est quand même plus facile de garder des zombies hagards plutôt que des prisonniers qui se battent. C'est ça la prison. 7 ans de prison, 7 ans de cachet, 7 ans de pas voir ses enfants, 7 ans pour rien. Je crois qu'il a beaucoup plus besoin de soins que d'enfermement. Et c'est le sens de ce que je vous demande. Cette peine-là de 7 années n'a pas de sens ni pour la personne de François Verlet, ni pour la personne de Laetitia Dubois, ni pour la société dans son ensemble, puisque, encore une fois, il n'y a pas de risque de récidive. Donc, qui, ce soir, sera plus content en sortant de cette audience, en disant, ben voilà, on va l'envoyer pour 7 ans en prison. C'est disproportionné et c'est surtout inutile. Donc, ce qu'il faut, c'est lui permettre de se soigner, parce que c'est comme ça qu'on résout la question de la récidive. Donc, bien sûr, vous allez entrer en voie de condamnation. L'acquittement général, il est, pour moi, je vous le dis très clairement, hors de portée. Moi-même, je ne le ferai pas. Parce que je crois qu'il faut dire aussi à François Verlet que pour les violences, en revanche, là, il y avait trop de témoignages. Là, il y avait des bleus. Là, il y avait des signes objectifs de la réalité des faits. Et qu'il faut que la justice passe aussi. Mais encore une fois, songez que François Verlet, aujourd'hui, il a vu le sol se dérober sous ses pieds. Il est désemparé, il pleure à cette audience. Ça n'est pas un monstre froid, François Verlet. François Verlet, si on gratte un peu,
derrière le mec un peu macho qui regarde des matchs avec ses potes et puis qui probablement n'a pas des mots très adaptés, évidemment, et des gestes très adaptés dans la vie sociale. Derrière tout ça, quand on gratte un peu, il y a un type un peu en souffrance qui essaye de construire quelque chose, qui a essayé de construire une famille pour se substituer à celle qui n'avait pas eu enfant. Voilà. Il me reste à vous le confier. Encore une fois, cette peine de 7 années est totalement disproportionnée. Vous avez à votre disposition des peines beaucoup plus intéressantes, que sont par exemple la mise à l'épreuve dans le cadre d'un sursis, qui l'obligera, en rendant compte à la justice, de se soigner. Parce que si vous lui mettez 7 ans, il sortira au bout de 7 ans, il aura un suivi, et puis après ce sera fini. Tandis que si vous lui mettez un sursis avec mise à l'épreuve, eh bien là, vous continuerez à le garder à l'œil. Et si il ne fait pas ce que vous lui ordonnez de faire, là, il repartira en prison. Et c'est 1000 fois plus efficace. Voilà ce que je vous propose pour François Verlet. Rendez la justice sans méchanceté et laissez la vie faire le reste. Monsieur François Verlet, levez-vous s'il vous plaît. La loi vous permet de vous exprimer en dernier. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? La Cour vous le déconseille, effectivement. Les débats sont clos, mesdames et messieurs les jurés. Cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir, avez-vous une intime conviction ? Nous allons maintenant nous retirer pour délibérer. Durant cette représentation, plusieurs femmes se sont fait insulter, violenter, frappées par leurs conjoints au sein de leur foyer. Depuis le 1er janvier 2019 en France, 138 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints ou ex-conjoints. Bien, mesdames et messieurs les jurés, je rappelle que vous devez répondre à 2 questions. L'accusé est-il coupable d'avoir commis les faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour ? Seconde question, considérez-vous que l'accusé a pour lui des circonstances atténuantes qui l'auraient conduit à ces faits ? Votre honneur, il est impulsif, c'est évident, mais ils avaient leur petit jeu sexuel là comme ça, et puis du jour au lendemain elle s'arrête. Et moi je pense qu'il l'a dit, l'avocat de la défense, il n'y a aucun doute là-dessus. Déjà on ne peut plus rien dire, maintenant on ne peut plus rien faire, c'est pas possible. Oui, enfin il est possessif, il est jaloux, il considère que c'est son objet, dès qu'elle veut sortir il se met devant la porte, il l'empêche complètement de vivre une vie normale. C'est une bonne mère, elle s'occupe de ses enfants, elle travaille, et quand elle veut aller prendre un verre avec sa vieille amie de collège, il se met devant la porte et il l'empêche de sortir. L'expert a quand même expliqué qu'il l'a considéré comme un objet. Effectivement, il lui a lancé un livre en plein milieu du visage alors qu'elle était enceinte. En 2014, des traces de bleu sont retrouvées sur ses bras. Elle va essayer de cacher ça à son ex-mari. En 2015, elle va au commissariat, personne ne l'écoute. Cette même année, il la viole. Son avocat a plaidé qu'il ne savait pas voir. Et pourtant, je pense qu'il sait entendre. Elle lui a dit non à plusieurs reprises. Pour moi, sa culpabilité ne fait aucun doute. Ouais, enfin, je suis désolée, mais moi, je suis un peu perdue quand même. Non, mais je veux dire, beaucoup de personnes ont dit quand même que Laetitia a été déterminée, ambitieuse. Même Monsieur Verlet se demande si elle l'a pas manipulée, si il voit pas maintenant le vrai visage de sa femme, enfin ex-femme bientôt. Oui, mais c'est pour ça, je pense qu'il faut remettre de l'ordre. On nous a demandé de nous prononcer sur 2 séries de faits. Les violences habituelles. Vous l'avez dit, je pense qu'on est tous d'accord, il y a des témoignages concordants, il y a des éléments objectifs. C'est sur le viol qu'on a une question. Qu'est-ce qui nous prouve que ce que la partie civile dit est plus vrai que ce qu'il dit? Moi, je pense qu'à partir du moment où il nie ce qu'elle dit, il y a un doute. S'il y a un doute, ça doit lui bénéficier. Non mais attends, il lui balance un torchon, ensuite il lui balance un livre, ensuite on voit les bleus apparaître, ensuite il va l'étrangler.
Qu'est-ce qu'on veut de plus? fait pas un viol, Au ça. moment où elle lui dit je vais te quitter, depuis quand est-ce que la personne qui t'annonce qu'elle va partir, ah ben on va faire l'amour là tranquillement, puis je vais t'étrangler pour que ce soit c'est bien. vieux comme Mais le le mec il nous prend pour des cons, ouais. Les réconciliations sur l'oreiller, c'est vieux comme le monde. Oui, enfin la façon dont elle est quand la policière tout le arrive. temps. Quand la Tout le temps, il policière l'a arrive, manipulé. non. Mais Quand la si, policière arrive, mais elle est quand même si. dans un état qui n'est pas juste un état de réconciliation sur Et le l'oreiller. Pablo, là, le petit, bah, il en a vu des violences. Et pour la première fois, il intervient, il pousse Mais son père. est-ce qu'il décrit un viol? Il a appelé son père. Est-ce qu'il décrit Il a cru qu'elle allait mourir. Ah, bien sûr, dans la tête d'un enfant de son âge, hein, il peut croire n'importe quoi, c'est évident. De toute façon, voir ça, avec ou sans violence, c'est déjà traumatisant. Hein. Mais Donc, y a même pas elle a besoin dit de violence, il n'y a parfois, pas de viol. Il y a une vraie question qui se pose. Est-ce que vous avez eu le sentiment, pendant toute l'audience, que l'accusé contestait réellement les faits? Est-ce que vous avez entendu quelqu'un qui a contesté expressément la version qui a été donnée par son épouse? Il l'a pas voulu, exactement, il le dit toujours. Il n'a pas l'intention, il le veut pas. Et Pour pourtant, lui, elle a il est dit encore non. dans ce jeu. Il n'a pas fait exprès aussi. Ouais, mais enfin, c'est pas à lui de le prouver. C'était à l'avocat général de nous montrer quelles étaient les preuves de ce viol. Elle a expliqué, avec ce qu'on a entendu dire par la policière, avec la façon dont elle a décrit l'état de la victime quand elle est arrivée chez elle. Moi, je trouve que c'était très clair. Au Ouais, contraire. mais elle n'était pas toujours cohérente non plus tout le temps. Bah lui non plus. Il a dû écrire ses notes pour se souvenir. Sauf que lui, il est accusé. Bah Et oui, donc, donc s'il y a un doute, c'est pour lui, exactement. Si on peut recentrer, si on peut recentrer le débat. Et puis on va conclure. C'est grave, hein, votre honneur. Moi, ma religion est C'est faite, grave. hein, monsieur le président. Une question. Un viol, la simple expression d'un nom, constitue l'infraction qui est reprochée. Est-ce qu'il a contesté qu'elle ait dit non? Il n'a pas entendu. Non. Monsieur le Président, nous avons assez d'éléments. Nous allons procéder au vote. Mesdames et messieurs, je vais donc pouvoir vous livrer maintenant le verdict de la Cour de ce soir. François Verlet a été déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés et condamné à une peine d'emprisonnement de 5 ans, dont 2 assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve de 3 ans. Ce sursis avec mise à l'épreuve comporte une obligation de soins particulières et l'interdiction d'entrer en contact avec Laetitia Desbois. J'invite maintenant la cour, les comédiens à venir sur scène. Je voudrais vous remercier d'être venus si nombreuses et nombreux, toutes et tous ce soir, dans cette journée très symbolique du 25 novembre, qui est la journée de lutte internationale contre les violences faites aux femmes, qui est la journée que nous avons choisie, L4W, pour lancer notre association. C'est un peu son baptême ce soir. Et merci.